se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de janvier, qui est en fait un très bon mois, notamment dû au fait qu'en tout début de mois, j'ai eu 2 ou 3 jours de vacances, donc j'ai repris que le 3, du coup j'ai pu lire beaucoup et qu'à Noël j'avais le temps de lire pas mal de choses, et du coup j'ai plein de choses à vous présenter dans plein de styles différents, du coup on va pas perdre trop de temps, on est parti. Tout d'abord, je vais vous présenter certains livres que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres bilans lecture. Donc il y a La Voix des Oracles, le tome 3 de Estelle Faye qui est un de mes premiers coups de cœur de l'année 2017, et IRL d'Agnès Marot, que j'avais aussi beaucoup aimé, et je ne vais pas en parler plus parce qu'il y a une vidéo qui leur est consacrée, donc sur mes lectures young adultes, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Ensuite, je n'ai pas arrêté là mes lectures de romans young adultes, puisque j'avais enchaîné pendant les vacances avec Roi de pique de Kate Spears, donc un roman jeunesse young adulte, qui m'avait beaucoup intriguée parce que j'avais trouvé le pitch intéressant. Et donc on va suivre l'histoire de Jess, un jeune garçon de 17 ans qui est un peu le roi du lycée. C'est-à-dire que si vous avez besoin de substances illicites, il vous en trouvera. Si vous avez besoin de sécher des cours ou d'avoir accès à des devoirs, enfin ce genre de choses, il peut tout vous fournir, et il vend ses services également aussi aux professeurs et parfois même aux directeurs. Et comme on s'en doute, Jess cache un passé assez douloureux, et il va faire la rencontre d'une jeune fille, Bridget, qui va un peu tout chambouler. C'est une histoire assez classique, où le héros tombe amoureux de la gentille fille de laquelle il ne devrait jamais tomber amoureux. Mais j'ai passé un bon moment, c'est une lecture sympa, ça se lit vraiment très vite. Le personnage de Jess n'est pas trop cliché, au contraire, ses entre guillemets faiblesses ne sont pas stéréotypées, enfin en tout cas pas trop. Je trouvais que c'était assez intelligemment fait. Et j'ai passé un bon moment avec cette lecture, donc voilà, si jamais vous avez envie de passer un bon moment avec une vraie lecture young adulte, sans fantaisie, sans fantastique, ni rien, vraiment juste contemporain, et bien vous pouvez aller voir celui-là parce qu'il était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai continué en jeunesse avec le tome 2 d'une série que j'attendais depuis très longtemps. Il s'agit du tome 2 du Secret dans l'Inventeur, donc l'énigme du magicien. Alors, je vous en avais parlé, il me semble qu'il y a plus d'1 an, le tome 1, Rébellion, nous permettait de suivre dans une ambiance steampunk, donc dans un monde où l'Amérique n'a jamais réussi à faire sa révolution, une jeune fille qui s'appelle Charlotte et dont les parents font partie de la rébellion, donc de ces Américains qui veulent poursuivre la rébellion. Et voilà, elle cherchait à sauver ses amis et à retrouver ses parents. Et cette réunion va se faire dans ce tome 2. J'étais très contente de retrouver Charlotte et ses amis. Il y a pléthore dans ce livre, enfin dans cette histoire, en tout cas dans cette série, de personnages secondaires très intéressants et vraiment sympas. Enfin, ils ont tous leurs petites particularités, leurs petits caractères qui fait qu'on se souvient de chacun d'eux et qu'ils ne sont pas tous interchangeables, et ça c'est très appréciable. J'ai été un peu moins emballée par le début de trio amoureux qui se profile à l'horizon, mais j'espère que l'auteur saura faire en sorte que ce trio amoureux n'existe pas. Mais voilà, j'étais vraiment super contente de retrouver Charlotte et ses amis, surtout qu'en plus ce tome 2 se passe dans la ville des États-Unis qui me plaît le plus et que je rêve de visiter, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai vraiment été enchantée par cette version steampunk et complètement revisitée de la Nouvelle-Orléans, avec ses quartiers, avec le bayou, avec tout ça, c'était vraiment très cool. Et voilà, c'est vraiment une super lecture, j'aime beaucoup cette série. Et du coup, si vous cherchez du bon steampunk young adulte, je vous recommande Le Secret de l'Inventeur parce que, voilà, vraiment super bien. Dernier livre de fantasy que j'ai lu est également le second tome d'une série que j'attendais avec tellement d'impatience. Je ne sais pas si vous êtes passé à travers ma lecture là, il y a quelques temps, il me semble que c'était l'année dernière, de Véridienne, de Chloé Chevalier aux éditions du Mouton Électrique, mais le tome 2 était enfin sorti, et du coup, voilà, j'ai mis un peu de temps à me jeter dessus, mais je l'ai lu. Et j'étais ravie de retrouver toutes ces jeunes filles dont j'avais suivi la jeunesse dans le premier tome. Donc en fait, le cycle des récits du demi-loup raconte l'histoire de, entre guillemets, deux princesses, Calvina et Malvan, qui sont cousines, et dont les deux pères dirigent chacun une moitié du demi-loup. Et lorsqu'elles ont 10 ans, donc dans le tome 1, le père de Calvina meurt, et la jeune fille est rapatriée à Véridienne, la capitale, avec sa cousine. Retrouver sa cousine. Et en fait, dans le demi-loup, il y a
une tradition qui dit que, pour, entre guillemets, pour tempérer, contrebalancer un peu le pouvoir royal, tous les héritiers doivent on doit leur trouver un suivant ou une suivante, c'est-à-dire un enfant qui est pris au hasard dans le peuple et qui est né le lendemain de la naissance du prince ou de la princesse. Et donc l'histoire est racontée par ses suivantes. Donc la suivante de Calvina s'appelle Luftilde, et les suivantes de Malvan s'appellent Catel et Nercès. Parce qu'elle en a deux, ce qui est un peu pas terrible. Et à la fin du tome 1, ce groupe de jeunes femmes explose complètement. Elles se retrouvent dispersées dans le monde et on les retrouve 2 ou 3 ans plus tard au début de ce tome-là. Et j'avais vraiment super hâte de savoir ce qui leur arrivait parce que leur explosion à la fin du tome 1 m'a mis dans des états incroyables. Genre, elles avaient toutes leurs caractères vraiment particuliers. C'est le fait d'être ensemble qui a développé ces caractères qu'elles ont chacune. Et j'ai trouvé super intéressant le fait que l'auteur arrive à nous faire aimer certains personnages, puis à nous les faire détester pour qu'on en aime d'autres. Enfin voilà, c'est très cyclique, elles ont toutes des périodes où elles sont plus intéressantes que certaines, enfin, c'est vraiment, on se lasse jamais. Le seul reproche, entre guillemets, que je ferai à ce bouquin, mais c'est vraiment très personnel, c'est qu'il va suivre en fait un autre personnage, donc Aldemort, qui est le frère de Malvan, qui revient à la fin du tome 1, et qui est un peu une des raisons de l'explosion de ce groupe de jeunes filles très soudées. Et j'ai trouvé, pour le coup, qu'il y avait un peu trop de passages sur Aldemort, qui est un personnage intéressant, en fait, parce que c'est vrai que quand on apprend son histoire, on se rend compte qu'il a vraiment pas eu une vie facile, que c'est un personnage qui est vraiment très complexe, très gris, qui peut être capable vraiment du meilleur comme du pire, mais je l'aime pas. Voilà, autant je comprends tout ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait dans toute son histoire, mais je l'aime pas. Et du coup, il y a vraiment, pour le coup, beaucoup de passages où, comme lui n'a plus de suivant, c'est lui qui raconte, et donc il nous raconte son passé, et en fait, c'est hyper intéressant, mais j'arrive à pas du tout à ressentir d'empathie pour ce personnage. Voilà, je l'aime pas. Donc pour le coup, j'attendais plus de Malvan, parce que c'est Malvan qui a tout mon cœur, même si c'est la pire de toutes. Ou peut-être parce que c'est la pire de toutes. Il n'y avait pas assez de Malvan pour moi, j'ai trouvé. Par contre, il y avait beaucoup de Luftilde et de Calvina, et j'ai trouvé que la voix de Luftilde prenait de plus en plus de poids et devenait de plus en plus intéressante. Elle se posait plein de questions, notamment sur ses origines, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc du coup, j'ai hâte de voir le tome 3. Nous allons finir par 2 coups de cœur contemporains que j'ai lus. Il y en a un dont vous avez déjà entendu parler si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. Mon premier coup de cœur va à Chanson douce de Leila Slimani, donc qui est en fait le prix Goncourt de cette année. C'est une auteure dont j'aimerais vous parler plus en détail dans quelques temps, parce que j'avais adoré son premier bouquin, qui s'appelle Dans le jardin de l'ogre, qui avait été une lecture coup de poing intégrale pour moi. Et j'ai également adoré celui-là. Alors, je trouve au final que Chanson douce est beaucoup plus aboutie dans le style et la structure que Dans le jardin de l'ogre, mais j'ai quand même préféré Dans le jardin de l'ogre. Cependant, j'ai énormément aimé Chanson douce. Je l'ai trouvé très cruelle, très dur, très âpre à lire et en même temps très fluide. J'aime cette capacité que Leila Slimani a de nous projeter à un instant T dans la vie de ces personnages et de nous en sortir à un instant T plus 1, et voilà, sans qu'il y ait vraiment besoin qu'on sache tout ce qui s'est passé avant ni qu'on sache ce qui se passe après. C'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup en écriture. En tout cas, c'est ce que j'aspire et ce que je cherche dans les contemporains, c'est quand on me prend une tranche de vie de quelqu'un, d'un couple, d'un groupe de gens, et ce moment de leur vie, c'est le moment qui cristallise tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils vivront. C'est ce moment-là qui détermine ce qu'ils sont. Et ce qu'il y a eu avant n'a aucun intérêt, ou ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il y a après n'est pas encore à venir, et même si on s'est déjà arrivé, ce n'est pas l'important parce que tout se passe à ce moment-là. Et du coup, Chanson douce nous raconte l'histoire d'un jeune couple, donc Myriam, et de son mari qui ont besoin d'une nourrice parce que donc Myriam est avocate, et après la naissance de son deuxième enfant, elle commence à se lasser de rester à la maison tout le temps, et je ne peux que la comprendre, et elle veut retravailler. Du coup ils engagent une nourrice à plein temps qui s'appelle Louise, sauf qu'on va très vite se rendre compte que Louise est un peu tarée. Voilà. Et je ne veux pas vous en dire plus parce que le plot twist est vraiment très impressionnant. Pendant tout le début du livre, on va suivre plutôt Myriam et comment elle accepte en fait au bout d'un moment de laisser ses enfants à une inconnue, parce que c'est ça qui se passe.
Et au fur et à mesure, on commence à avoir certains chapitres qui traitent de Louise et de ce qu'elle pense, elle. Et il y a... Et en fait, c'est pas vraiment un plot twist qui apparaît comme ça, genre Deus Ex Machina, c'est vraiment très subtil, et au fur et à mesure, on voit quelque chose qui va pas, et que ça va de pire en pire, et qu'on sait pas trop comment ça va se terminer. Et même si on sait comment ça se termine, parce que le premier chapitre est la fin, en fait, incroyable. Voilà, très très bonne lecture, et je vous le recommande. Enfin, mon coup de cœur ultime du mois de janvier. Si vous me suivez sur Twitter, vous en avez entendu parler. Il s'agit du nouveau nom d'Elena Ferrand, donc le tome 2 de L'Amie prodigieuse. Je ne parlerai jamais assez de cette série qui est pour moi une révélation totale. Le nouveau nom se reprend exactement là où on s'était arrêté à la fin de L'Amie prodigieuse, donc au mariage de Lila. Et on suit encore une fois cette amitié d'amour-haine qu'il y a entre Lila et Lena. Et je ne peux que vous dire que, voilà, encore une fois, je ne fais que me reconnaître chaque lecture un peu plus dans Elena, donc Lena, l'héroïne qui raconte, et l'auteur fait montre d'un talent incroyable pour arriver à nous raconter des choses que Lena n'est pas censée savoir, mais qu'elle apprend a posteriori et qu'elle nous raconte dans le fil du récit, et c'est excessivement bien fait. Et il y a cette espèce d'amour, je t'aime moi non plus, entre ces deux filles qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, mais qui en même temps se rendent compte qu'elles se font autant de mal que de bien, et qu'elles ne peuvent pas vivre ensemble non plus. Et c'est pas une amitié qui est toxique, mais presque. Et on se rend compte que dans leur évolution, il y a des périodes où voilà, être ensemble, c'est pas possible, c'est trop malsain. Et qu'il faut qu'elles arrivent à se détacher l'une de l'autre, mais qu'en même temps, c'est impossible, elles sont vraiment liées par quelque chose de très fort. Et donc on suit, dans cette histoire-là, plus l'histoire de Lena, qui pour une fois, en fait, pour la première fois de sa vie, arrive un peu à se détacher de Lila. Un petit peu, hein, ça lui prend du temps. Mais qui se rend compte quand même, d'une certaine façon, que quoi qu'elle fasse, il y aura toujours Lila quelque part dans sa vie et dans sa tête, et qu'elle, voilà, c'est assez particulier. Mais franchement, encore une fois, c'est un coup de cœur ultime. Le tome 1 était incroyable, j'avais peur que le tome 2 ne soit pas aussi bien. Il est excessivement bon. Alors généralement, comme le tome 1 raconte leur enfance de leurs 6 à leurs 16 ans, moi j'aime beaucoup les récits d'adolescence et je trouvais qu'il était excellent. Et là, pour la première fois, je me suis jamais dit c'est très bon mais c'est pas aussi bien. Non. Et j'ai envie de vous lire un passage que j'ai noté parce que je le trouve juste trop beau et qui, pour moi, résume bien la relation que Lila et Lena ont et qui est très particulière. Je me dis oui, Lila a raison. La beauté du monde n'est qu'un leurre et le ciel est le royaume de la peur. Je suis vivante, ici et maintenant, à 10 pas de l'eau, et il n'y a rien de beau là-dedans et c'est terrifiant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo est un petit peu longue, je m'en excuse. J'étais contente de vous retrouver, je suis désolée, je suis un petit peu malade ces temps-ci. C'est pas facile. Mais gardons l'espoir et gardons la foi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous ont plu. Moi en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!